Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 mars 2020, nous sommes en direct depuis le studio 107 de Paris-Normandie. Ce petit clip que l'on vous passe en ce moment en ouverture de notre rendez-vous quotidien en direct, eh bien c'est pour vous rappeler qu'il faut faire bien sûr attention à toutes les fake news qui sont déversées sur le net et que l'un des intérêts de votre relation à un organe d'information de presse, à un média régional comme Paris-Normandie, eh bien, c'est que toutes les informations que nous vous donnons ici sur le web ou dans le journal papier, elles sont vérifiées, elles sont validées, notamment par entre autres, nos deux journalistes résidents de l'émission Ligne Ouverte, que sont Thomas Dubois, bonjour Thomas, et qui est également Anthony Quindroit. Bonjour Anthony. Bonjour Sylvain. Bonjour Anthony, Bonjour Anthony. On commence par votre chemise. Oui. Vous n'étiez pas avec nous hier et les internautes j'ai vu passer quelques messages. On réclamait voilà, une nouvelle chemise. J'ai tenu parole. Alors je tiens à préciser que ce sera le seul gage que je tiendrai. Hein. C'est pas la peine de vous relancer. Je ne viendrai pas avec un tutu. Je viendrai pas. On peut l'avoir un peu plus. On peut l'avoir un peu plus. Je tiens à préciser et je tiens à remercier d'ailleurs. C'est un ami qui m'avait prêté cette chemise-là il y a quelques temps pour un déguisement. Donc voilà, c'est pas une chemise que je mets régulièrement dans mon quotidien, mais voilà, c'est pari tenu. Voilà, ça c'était pour la chemise. Écoutez, cette actualité, comme je le dis régulièrement, cette actualité difficile, cette actualité dramatique, bien sûr, n'exclut pas quelquefois des petits clins d'œil qui nous font du bien. Au sommaire de cette émission que nous faisons pour vous, avec vous, vous commentez, vous participez. C'est de la télévision interactive, hein, c'est-à-dire qu'on serait seul, ça n'aurait pas de sens. Vous, de votre côté, vous manqueriez peut-être un peu d'infos. Voilà, tous ensemble, on fait quelque chose de plus stimulant et surtout peut-être de plus intelligent, de le faire en collectif. Au sommaire, le point d'actu avec nos journalistes des dernières 24 heures, les questions-réponses avec un ORL, l'un de nos consultants médecins, le docteur Olivier Sancinena, tout à l'heure. Préparez vos questions médicales. On sera pour l'actualité des territoires avec Virginie Lucot-Avril, maire d'Aumale. Comment ça se passe là-bas au fin fond de la Seine-Maritime, dans cette petite ville d'Aumale? On sera en direct avec les locales de Paris-Normandie. On ira à Pont-Audemer tout à l'heure. Et puis, préparez également vos questions sur le droit du travail. On sera avec une avocate spécialiste en droit du travail. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes intérimaire, ou qu'est-ce que je sais encore? Eh bien, vous avez des questions à poser sur votre statut, vous avez des craintes, vous avez des incertitudes et vous souhaitez plus de sécurisation dans les réponses qui peuvent vous être apportées, eh bien, c'est tout à l'heure. Et ligne ouverte numéro 9, ça commence maintenant. Anthony Quindroit, Thomas Dubois, avec toute l'équipe de la rédaction et Thierry Rabillet, le rédacteur en chef aussi, vous avez généré cette une aujourd'hui du jeudi 26 mars, le cri d'alarme. Qu'entendez-vous par là? Ma traditionnelle question de lancement. On a mis en avant la situation dans les EHPAD, évidemment, qui concerne beaucoup de monde, les résidents, évidemment les familles, beaucoup de gens qui sont concernés par cette inquiétude dans les EHPAD, au regard de ce qui s'est passé dans l'Est de la France, en région parisienne. Pour l'instant, Normandie, c'est un peu dans la... Heureusement, on va dire, on est un peu dans la même situation que dans les hôpitaux, c'est-à-dire que cette fameuse... vague d'épidémie qu'on annonce, elle est toujours pas là. Les cas sont encore limités, mais comme on a pu le voir dans le journal dans Paris-Normandie ce matin, c'est difficile aussi de garder ces résidences totalement étanches malgré toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui. C'est compliqué d'empêcher le virus de circuler et de passer malheureusement. Nos amis, oui Anthony. Non, allez-y. Non, c'est simplement parce que gardez le fil de votre idée. Priorité aux internautes. Vous êtes là, vous êtes avec nous. Ça nous fait très plaisir d'être avec vous. Deux premières questions, messieurs. Il paraît que le pic est pour samedi. Alors, on nous parle de vagues qui doit arriver depuis un petit moment. Il y avait une vague qui devait arriver en milieu de semaine. On est en milieu de semaine. Il y a d'autres experts qui disent fin de semaine, donc effectivement samedi, dimanche. D'autres encore voient qui disent la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. En fait, les experts sont tous un peu... n'ont pas vraiment d'avis tranché parce que beaucoup de modélisations avaient été faites avant le confinement. Et aujourd'hui, avec le confinement, les modélisations n'ont pas forcément été refaites et on ne peut pas vraiment savoir si vague il va y avoir. Dans l'absolu, il va y avoir une vague. Quand et de quelle ampleur, on ne sait pas. Mais il semblerait aussi que les mesures de confinement... elles marchent, elles sont efficaces, ça va se faire, et d'où la nécessité de les respecter. Alors, on nous pose justement en rapport avec le confinement, sa durée, en rapport avec la vague. Un autre internaute, merci pour votre question, nous demande jusqu'à quand le confinement? Alors, on a eu des éléments de réponse hier. On sait que ça va être plusieurs semaines encore.
L'intervention d'Emmanuel Macron, qui n'était pas prévue, si je m'abuse, hier soir, n'a pas été très claire non plus là-dessus. Après, il y a le Conseil des scientifiques qui lui demande jusqu'au 28 avril. Pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle qui émane du gouvernement. En sachant que jusqu'à présent, l'avis du Conseil scientifique a quand même plutôt été suivi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, personne ne peut se faire d'illusions là-dessus. Il va falloir être patient. Je crois qu'on est encore au début. Au restaurant la semaine prochaine, ça voilà. C'est à peu près sûr. Oui, donc écoutez, juste avant qu'on continue, je voudrais mettre un peu de fraîcheur dans le début de cette émission. On l'a tous vu. Comment ? Vous allez reparler de ma chemise. Non, c'est promis, je ne reparlerai pas de votre chemise. Puisque vous me reparlez de votre chemise, moi je vais vous dire que j'ai entendu que sur les réseaux, on disait respect pour la chemise d'Anthony Quindroy. Voilà. Non, juste avant qu'on reprenne sur tout un tas de sujets très concrets, en apportant toutes les réponses aux questions que vous nous posez, je me suis dit, avant de venir ce matin, je vais descendre dans le modeste petit jardin que j'ai, et puis je me suis dit, tiens, le printemps arrive, il y a de belles fleurs, il faut que je partage ça avec nos amis internautes. Regardez, j'ai fait ça ce matin, ça dure 30 secondes. Voilà, écoutez. Je ne sais pas, c'est que c'est vous en plus qui jouez du piano derrière. Non, ça n'est pas moi. Non, je promets, c'est pas moi qui joue du piano. J'aurais bien du mal à jouer du piano. C'est bucolique. Écoutez, voilà, c'est bucolique. Ça nous rappelle que la nature est belle aussi. La nature ne nous envoie pas que de mauvaises nouvelles. Mais on ne savait pas que vous aviez la main verte comme ça, Sylvain, pardon. Bon, écoutez, vous voyez ce qui se passe, voilà, on me moque sur ce plateau. Mais regardons aussi les belles choses. Tout à chacun que nous sommes, on essaie quand même de se faire un peu du bien au cœur, Anthony, avec ce qu'on peut. Donc moi, je regarde les fleurs. Alors, 2 questions pendant mon petit 30 secondes sur les fleurs. Pourquoi les décès en dehors des hôpitaux ne sont pas comptabilisés ? Parce que tout simplement, ils ne sont pas recensés par les hôpitaux. Il faut que les personnes... en fait, les décès qui sont recensés actuellement par l'ARS sont les personnes qui meurent à l'hôpital, parce que ce sont les personnes qui sont prises en charge dans le cadre du Covid-19. Anthony et Thomas, alors vous êtes moqués de moi là, pour cette petite vidéo, mais merci à nos amis internautes, parce qu'on me dit merci pour ces images qui font du bien. Oui, ça me rassure. Merci, c'est sympa. Alors, question. Pourquoi on ne nous parle que du nombre des décès et pas tellement du nombre des guéris. Attends, je vous laisse répondre. L'internaute ajoute, je suis fidèle à ce que vous nous dites, ajoute, est-ce que c'est pour nous faire peur ? Non, alors effectivement, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de communication autour du nombre de guéris, et depuis quelques jours, depuis mardi d'ailleurs, l'ARS communique sur le nombre de personnes qui sortent de l'hôpital guéries. Oui. Non, j'allais dire, pardon, excuse-moi, j'avais précisé 49 là, selon le dernier décompte de l'ARS qu'on avait donné aussi hier. Donc effectivement, non, là-dessus, on communique mais c'est vrai que cette communication de la part de l'ARS ne se faisait pas auparavant. Voilà, on reprécise ARS. Agence régionale de santé. Agence régionale de santé. Merci Anthony. Messieurs, détaillez-nous ce qu'il y a dans Paris-Normandie d'aujourd'hui qui sort toujours. Aidez-nous, je le dis tout clair, tout net, aidez-nous. Achetez-le parce que effectivement, pour qu'on dure avec vous, pour qu'on vous apporte cette information de proximité vraiment sous forme de dossier très 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 complet, il faut effectivement, désolé de le dire, mais il faut qu'on réussisse à vendre suffisamment de journaux. Vous le savez, les recettes publicitaires sont en forte baisse. Je ne vous fais pas de dessin. Les entreprises ont beaucoup de mal. Donc, quand elles ont beaucoup de mal, elles ne font pas de pub. Et donc, pour les médias, et notamment votre média de proximité, c'est dur. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité d'offrir gratuitement pendant 15 jours à une personne âgée, à un aîné, à un grand-père, à une grand-mère, à un voisin, Paris-Normandie, qu'il recevra chaque matin dans sa boîte aux lettres, parce que des porteurs, la nuit, vont acheminer le journal jusqu'aux boîtes à lettres. Et puis vous, si vous faites ça, si vous offrez, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement numérique complet également qui vous sera offert. Voilà, c'est peut-être un geste sympa pour les autres, pour vous et puis pour nous. On est tous ensemble, soyons solidaires. Dans le journal on l'a évoqué, la situation dans les EHPAD, évidemment. Il y a aussi le préfet de région, préfet de Normandie, Pierre-André Durand, qui
qui nous a accordé un long entretien de 2 pages ce matin où il fait un peu le point sur pas mal de sujets, hein, évidemment la vie économique. Il parle de cette fameuse vague qu'on évoquait tout à l'heure. Lui-même précise qu'elle est attendue fin de semaine, plus vraisemblablement la semaine prochaine, je le cite. Il fait le point donc sur la situation économique, les livraisons de masques qui semble-t-il finalement avance et arrive. Le point sur la question du respect des confinements, hein, des sanctions qui peuvent être prises. Le point sur la situation des SDF qu'on a aussi évoqué et sur laquelle on va revenir, sur des places aujourd'hui qui sont mises à disposition, qui sont libérées pour l'hébergement de ces personnes. Il y a un sujet que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui dans le journal, c'est un retour sur l'histoire en fait, puisque on a le témoignage, c'est David Goudet, un journaliste de Paris-Normandie qui a fait ce sujet sur les personnes qui ont connu le confinement, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça permet de remettre aussi un peu les choses en perspective. 2 questions, messieurs, pendant que vous nous détailliez ce contenu très complet. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que cette nouvelle attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle il faut préciser le créneau horaire, on en a parlé hier, eh bien, encore une fois, si vous nous suivez régulièrement, vous devez en avoir l'habitude, mais je le redis pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, eh bien, en page 19 du journal d'aujourd'hui, vous trouvez 4 exemplaires de cette attestation que vous pouvez découper et remplir au cas où vous n'auriez pas forcément accès à une imprimante. Donc c'est l'intérêt aussi de vous procurer le journal. Les EHPAD, nouvelle question, les EHPAD comptabilisent leurs décès. Alors pourquoi effectivement est-ce que ces décès, on ne les prend pas en compte? Ça revient encore, hein. Alors, ça c'est une question difficile. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pris en compte? L'agence régionale de santé prend vraiment en compte les personnes décédées à l'hôpital. C'est la seule raison en fait qui fait que je pense ces décès ne soient pas pris en compte dans le cadre du décompte global. Donc effectivement, de toute façon, il y a une étude qui va être menée sur l'influence du Covid-19 sur la mortalité globale en France. Cette étude va être menée par Santé publique France et là, ce sera vraiment au niveau national, il y aura... En tout cas, je ne sais pas peut-être que c'est ce qui est sous-entendu dans cette question. Je ne sais pas s'il y a une véritable volonté de masquer ou de minimiser le nombre de décès. Je ne pense pas qu'on en soit là. Pour le coup, j'aurais tendance à penser que ce serait un peu parano de Est-ce qu'on peut penser que ça va finir par se faire? Les statistiques, les sources de statistiques vont peut-être finir par se rejoindre. Ça paraît envisageable, comme ça paraît compliqué également, puisqu'ils ont leur système leurs critères de comptage. Système d'information. Voilà, donc c'est... Une autre question peut-être, mais en tout cas, je ne pense pas que le chiffre de morts dans les EHPAD arrive pour l'instant. Alors, j'ai une question, j'ai 2 questions. On sait comment ça marche ici, je coupe un peu des fois. Vous m'en excusez, c'est pour être très proche de nos amis qui nous suivent. On nous demande comment abonner un proche à Paris-Normandie. C'est très simple, vous allez sur le site internet parisnormandie.fr et puis là, vous naviguez, vous regardez et vous accéderez aux rubriques qui vous permettent d'abonner, incontestablement. On nous pose la question également, peut-être une personne qui vient de nous rejoindre, pourquoi avez-vous titré le cri d'alarme en synthèse? Alors là, pour le coup, c'est Thierry Herbier, rédacteur en chef, qui aurait été mieux placé le cri d'alarme. Pour répondre. Le cri d'alarme, après, il est assez facile à... évidemment, le cri d'alarme, il y a une angoisse à la fois déjà de la part des familles, de la part des résidents. Je pense que les EHPAD aujourd'hui sont aussi quand même dans une situation où... On peut dire que la situation est encore, je pense, sous contrôle dans la région, comme on l'a dit, comme ça l'est aussi dans le milieu hospitalier, etc. Mais après, il y a une vraie inquiétude sur la situation dans les EHPAD, c'est sûr. Alors, on n'est effectivement pas dans le cas des EHPAD dans d'autres régions où il y a malheureusement des dizaines de morts. Voilà, on sait par contre qu'on a en Normandie, à cette heure précise, trois établissements qui accueillent des personnes âgées qui sont concernés par des cas multiples. On a aussi du personnel soignant qui a choisi de se confiner avec les résidents. On peut d'ailleurs saluer aussi leur investissement et leur courage dans cette crise. Donc voilà, il y a un vrai cri d'alarme parce que ce sont des personnes qui sont fragiles. On sait que les comorbidités sont nombreuses et que ce sont des personnes dont il faut prendre soin à plusieurs titres. Il y a une forme de détresse aussi, on l'a vu dans les témoignages qui sont parus ce matin aussi dans le journal, de la part des familles, c'est vrai, qui sont aujourd'hui coupés de leurs proches, qui, on sait, sont particulièrement exposés, fragiles vis-à-vis du virus. Donc,
Et on Voilà. rappelle Et que... une vraie détresse, je pense, à ce niveau-là aussi. On le rappelle juste rapidement, mais il ne faut pas aller voir en EHPAD, il faut vraiment rester confiné et surtout ne pas risquer d'aller contaminer des personnes là-bas. J'ajouterais cri d'alarme aussi d'un certain nombre de familles s'agissant des modalités imposées pour les funérailles. Aussi, bien évidemment. On nous demande attendez, je retrouve mes questions. Oui, on demande pourquoi ne pas utiliser la chloroquine. Alors, encore une fois, on n'est pas médecin. On pourra interviewer le docteur Sansinena tout à l'heure. Déjà, il faudrait que déjà il y ait une décision au niveau national qui soit prise sur ce sujet. On voit bien que ça fait débat. Ceux qui sont pour généraliser, parce qu'il faut aller vite. Il y a encore des questions qui se posent sur ce médicament, notamment sur ses effets secondaires. On l'utilise dans les cas très graves pour le moment, c'est ça, je pense. Il y a notamment des craintes, je crois, il me semble, mais Anthony ou Sylvain, vous me reprenez, mais je crois qu'il y a des craintes justement sur des effets secondaires au niveau cardiaque. Il y avait eu des problèmes justement sur des personnes d'ailleurs qui l'avaient prise de manière relativement en automédication, de manière un peu sauvage. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis précis sur le sujet. C'est difficile d'avoir un avis tranché. On n'est pas médecin, effectivement, tu l'as rappelé, mais il n'y a pas de consensus scientifique pour l'instant. On sait qu'il y a des médecins qui peuvent le prescrire de manière, sans vraiment que ce soit cautionné, en tout cas par l'Agence régionale de santé, toujours, qui rappelait hier encore que ces médecins avaient des choix à faire et que chacun avait une déontologie médicale. Des échos qu'on a pu avoir au CHU, c'est que, notamment du côté du CHU, c'est que ce qui manquait, c'était encore une enquête scientifique vraiment solide autour de ce médicament, mais je crois que c'est quand même suivi aussi avec intérêt. Personne, il me semble, ne balaye aujourd'hui non plus cette piste. Question des internautes, elle est plutôt dirigée vers Anthony Quindroy. On nous demande si on s'abonne aujourd'hui à Paris-Normandie, est-ce qu'on gagne une photo dédicacée d'Anthony Quindroy avec cette chemise-là ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, on en recause après l'émission. On en recause après l'émission. On va voir les modalités. Voilà, je redeviens sérieux. Question également qui nous est posée. En regardant le nombre de décès dans les autres pays, on pense notamment à l'Espagne et l'Italie, est-ce qu'on peut penser ou est-ce qu'on peut dire que notre système de santé en France est plus performant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est compliqué. Alors, on ne va pas critiquer les autres pays européens, mais c'est effectivement quelque chose qui se dit depuis le début chez les spécialistes de santé français. C'est de dire que on n'a pas le même système de santé en France qu'en Italie ou en Espagne. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus performant ? On peut dire qu'il est différent. En tout cas, il a cet avantage, c'est d'avoir 10 ou 11 jours d'avance par rapport à la crise qui a frappé l'Italie et donc d'avoir eu un peu plus de temps pour s'organiser. On a un peu plus de retour d'expérience. On a plus de retour d'expérience et les spécialistes s'accordent pour dire que ces 10 jours, ils peuvent être mis à profit pour endiguer la crise. On nous demande également qu'est-ce qu'on pense qui pourra être mis en place dans les hôpitaux après la crise. Autrement dit, peut-être que la personne se demande si on va apprendre de cette crise pour être encore... Oui, c'est tout l'enjeu qui va se poser au gouvernement, au ministre de la Santé. C'est qu'effectivement, pour l'instant, tout le monde fait front, mais évidemment, on a suffisamment suivi l'actualité, on a suffisamment couvert la colère des personnels hospitaliers, des infirmiers qui alertent depuis des mois, je dirais même presque des années, sur le manque de moyens, sur la souffrance au travail à l'hôpital. Évidemment, quand cette crise va être passée, c'est sûr que c'est un sujet qu'il va falloir aborder et surtout un problème qu'il va falloir résoudre. Question, je reprends, je m'attribue la question qui nous est posée pour la restituer ici sur le plateau. Je reprends le travail lundi. Est-ce que mon employeur va m'envoyer l'attestation dérogatoire de déplacement ou est-ce que c'est à moi de la télécharger ? Je pense que je réponds directement. C'est à vous de la télécharger. Et si vous ne la téléchargez pas parce que vous êtes empêché pour diverses raisons, eh bien, n'oubliez pas que dans le Paris-Normandie d'aujourd'hui, il y a une page complète avec 4 attestations dérogatoires de déplacement à découper et à remplir. Peut-être que l'internaute faisait référence à des attestations spécifiques que peuvent donner les employeurs. Dans ces cas-là, il faut qu'il se rapproche de son service ressources humaines. Effectivement, puisque dans certaines entreprises, c'est le cas ici d'ailleurs, on peut le dire à Paris-Normandie, nous avons des attestations de la direction qui sont des attestations à plus longue durée. Alors peut-être que dans certaines entreprises, c'est le cas. Renseignez-vous peut-être avant de rentrer lundi auprès de votre entreprise. On va régulièrement dans ligne ouverte au contact des petits commerces qui restent ouverts, ceux qui ont le droit de demeurer ouverts. On est allé voir un caviste, ça fait du
du bien au moral quand même. Et puis vous allez voir, on s'est permis de l'autoriser à nous laisser la possibilité de nous donner quelques préconisations sur ce qu'on peut boire pour se faire un peu plaisir, pour oublier ces journées difficiles. Écoutez, on est ouvert, c'est pour répondre à une certaine demande de certains clients déjà. Et puis, donc, on respecte toutes les règles de sécurité où une personne à la fois dans le magasin, on laisse 1 mètre entre nous. J'ai des gants, j'ai un masque, donc par rapport à ça, les gens sont très disciplinés, il n'y a aucun problème. Et puis, ça permet de proposer de voyager un petit peu dans toute la France, entre le Bordelais, les Pays d'Oc, Côte-du-Rhône. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des clients qui vont faire leurs courses, que ce soit dans les surfaces à côté ou place du Vieux-Marché, et qui en profitent pour venir acheter du vin chez un caviste. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a vraiment les masques très peu, des gants, on va dire que ça représente 30% à peu près. Des masques, il n'y en a pas beaucoup. On les voit plus dans la rue, mais en tant que client, j'en ai pas tellement. Voilà, le fait de me voir porter un masque avec des gants, bien leur demander de séparer 1 mètre. Donc vous voyez, on a une table là où ils se mettent ici pour les paiements et prendre la marchandise. Ça les rassure par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je suis le gérant de la société. J'ai 2 salariés qui sont avec moi, qui là sont en chômage partiel. Le fait d'être gérant, donc je peux être ouvert, voilà, donc j'assure une permanence de façon à assurer un minimum de trésorerie pour la société. Donc c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir être ouvert dans des périodes comme ça. Vous savez, on fait des journées, c'est quoi? C'est 1/4 de chiffre d'affaires et encore. Mais tout ça, ça permet de maintenir un petit peu à flot la société pour les mois à venir. Au niveau des caves Jeanne d'Arc, on a un très gros stock. Donc déjà, ce stock va nous permettre de tenir. Et on a la chance d'avoir de la trésorerie. Donc on va voir combien de temps ça peut durer. Alors l'avantage, c'est que les banques jouent très bien le jeu, puisque les prêts ont été décalés. Le gouvernement a l'air aussi de faire ce qu'il faut avec les chômages partiels. Donc tout ça va nous permettre de tenir, je pense, sans problème. Alors pour vous faire plaisir, je peux vous proposer au niveau des blancs, on a un cépage chardonnay, ça c'est superbe, de Pénautier. Sur des rouges, si vous aimez des rouges assez légers, vous avez par exemple un merlot comme ceci, qui est très sympa. On a un très bon Bordeaux, Château de Mars, qu'on suit depuis des dizaines d'années. Je crois que ça fait 40 ans que je le vois, ce vin-là qu'on a sélectionné avec un récoltant qui travaille très très bien. Au niveau de la Bourgogne, vous avez Coteau Bourguignon, ça c'est superbe. À la base de Pinot et de Gamay, c'est le bas de la Bourgogne. Pour se faire un petit plaisir, Savigny-les-Beaunes, une des plus belles appellations de la Bourgogne, très léger, beaucoup de goût. Et puis après, on a 2500 références en cave, avec pour tous les goûts et tous les choix. Alors bien sûr, on l'a noté au bas de l'écran, à consommer évidemment avec modération. On a Madame le maire d'Aumale en ligne, Virginie Lucot-Avril. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On vient vers vous tout de suite. Simplement, répondre, nous ici en plateau, à une question d'un internaute. Le confinement partiel peut-il être envisagé dans les zones où le virus est moins diffusé, Anthony ? Dans l'absolu, ça pourrait, mais c'est pas la mais décision. c'est pas ce qui semble. Enfin, c'est pas le chemin que semble prendre en le revanche, gouvernement. On peut peut-être évoquer. Il peut y avoir par contre des renforcements spécifiques à certaines villes. Je prends le cas de Forges-les-Eaux, qui est une ville normande à avoir instauré un couvre-feu. Voilà, mais un allègement, j'y crois pas. Qu'en est-il du respect du confinement à Aumale, du coup, Madame le maire? Écoutez, tout d'abord, c'est une situation qui est vraiment pas facile au quotidien. Le confinement, écoutez, je crois que les habitants petit à petit ont pris conscience de la gravité. On peut s'apercevoir que le matin, forcément, il y a des gens qui font des courses pour plusieurs personnes à la boulangerie, au petit commerce ou au supermarché. Les gens essaient de s'organiser. Bon, évidemment, il y a toujours dans le lot des gens qui en fait
ont eu besoin malheureusement d'être réprimandés par la gendarmerie, mais c'est pas la majorité, heureusement. Est-ce que vous avez mis en place au niveau de la ville un système d'aide pour les personnes les plus vulnérables ou un appel au volontariat ? Alors en fait, nous avons pris à tâche par deux façons. Tout d'abord, j'ai envoyé un message via les réseaux. On avait un site de campagne qui est bien communicant, donc qu'on a utilisé pour répertorier tous les aidants en famille des personnes dites vulnérables de plus de 70 ans, mais surtout les plus de 80 ans. Telle façon à pouvoir répertorier qui était seul. Et hier, en complément, on a passé un appel téléphonique à chacun d'entre eux. Tous ceux dont on a trouvé un numéro de téléphone, parce que c'est aujourd'hui la chose complexe de répertorier chacun, pour voir qui avait besoin d'aide, qui était isolé, ou les gens qui rentraient de l'hôpital. Et puis dans le cas où il n'y avait pas suffisamment à manger, on s'est organisé pour qu'il y ait, avec des bénévoles totalement sécurisés du milieu médical, des portages de courses à domicile. Et moi, à titre personnel, chacun dépose du pain. Enfin voilà, on laisse à la barrière ou devant le palier, on sonne et on s'en va, quoi. Madame Lucot-Avril, vous êtes une commune plutôt d'un secteur rural. Vous êtes une commune d'un secteur rural plutôt en bout de département. Est-ce qu'à ce titre, vous avez le sentiment aujourd'hui d'être moins favorisé ou pas par rapport à la gestion de crise dans les grandes villes ? Non, j'ai pas ce sentiment. Je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. À titre personnel, comme on est voisins de l'Oise, on avait tout de suite été mis dans la boucle par la sécurité civile, le CIRA7PC, enfin le réseau de la préfecture, j'aurais dire une semaine avant malheureusement ce confinement, parce qu'on était déjà dans la boucle comme on accueille beaucoup d'enfants de l'Oise. Donc on a essayé de s'organiser. Et évidemment, ce qui est compliqué, c'est que il faut adapter. Les informations, elles viennent au fur et à mesure. Mais on essaie de faire au mieux. Alors Aumale, c'est pas très loin de Forges-les-Eaux d'ailleurs. Est-ce que 25 km. Est-ce que cette décision prise par votre confrère à Forges-les-Eaux de couvre-feu, elle vous paraît excessive ? Vous la comprenez ? Vous pourriez être amené à l'appliquer vous aussi ou pas ? Alors moi, je ne l'appliquerai pas. Après, mon collègue Michel Lejeune, chaque maire en fait, on vit tous des situations différentes pour différentes raisons. Mais en fait, nous avons reçu depuis une consigne de la préfecture nous rappelant que les couvre-feux étaient mis en place par les préfets et que les maires n'avaient pas cette autorité. D'accord. Donc, et ça va d'un territoire à l'autre. Donc, et pour ma part, les restaurants ne sont pas ouverts, les bars ne sont pas ouverts, les cafés sont fermés à partir de midi pour le tabac. On n'a pas eu de situation de gens étant dehors pour le couvre-feu. Et puis, attention, le couvre-feu n'est pas simple parce que quand on y réfléchit, il y a les usines qui continuent à travailler, qui font les 3-8 ou les 5-8. Le personnel soignant a besoin de voyager la nuit. Enfin, c'est pas simple. Et qu'en est-il du marché à Aumale ? Écoutez, le marché, moi, je ne demanderai pas de dérogation parce que je trouve que certes, c'est pas une décision facile, mais d'un côté, on demande aux gens d'être confinés et c'est pas facile Oui, vous avez l'impression que c'est les inciter à sortir finalement que de garder un marché. Surtout quand il n'y a plus grand-chose. Bon, l'avantage, c'est que ce que dit bien la circulaire, c'est que les dérogations peuvent être demandées quand il n'y a pas d'autres systèmes de commerce. Nous, c'est pas notre cas. Il y a encore de quoi s'alimenter. Je voudrais dire que dans ce qui est de première nécessité, on ne manque de rien. Les pharmacies jouent le jeu, les magasins aussi. Voilà. On a vu de manière assez étonnante, d'ailleurs, là, dans nos pages ce matin à Paris-Normandie, que par contre, à Cabourg, Deauville, Trouville, les marchés ont été maintenus, alors qu'a priori, il y a des moyens alternatifs de s'approvisionner. Finalement, on a l'impression que c'est un peu à la carte. Est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, peut-être une uniformité des mesures pour toutes les communes, un peu de clarté Oui, mais je pense que c'est difficile. Chaque situation est identique. Il n'est pas identique, pardon, et c'est ça qui est délicat. Après,
ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une grosse pression. C'est aussi très tendu dans le milieu agricole qui fait les marchés. Et moi, j'ai encouragé ceux qui faisaient les marchés chez nous à rappeler leur clientèle et proposer que les gens viennent ou que ce soit qu'il y ait une espèce de livraison à domicile. Mais encore une fois, en gardant l'éloignement, en trouvant des systèmes. Certains y sont arrivés, donc il faut s'organiser différemment. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est pour la santé de nous tous. Madame le maire, j'ai une question d'un internaute, puisque vous le savez, nous sommes en direct avec nos amis qui nous suivent tous les jours. On me demande de vous poser cette question. Que pensez-vous de l'appel du gouvernement s'agissant de, alors je reprends le terme de l'internaute, de l'armée de l'ombre sollicitée pour venir en aide aux agriculteurs? Écoutez, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on vit une situation compliquée et aucune des décisions n'est facile à prendre. Après, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il faut trouver des bras, il faut trouver de la main-d'œuvre, des gens acceptant de travailler. Et qu'évidemment, il faut essayer de s'entraider un maximum. Voyez-vous, moi ce matin, j'ai eu des appels pour des bénévoles, des gens qui proposent leur aide. Il faut que chacun y mette du sien pour donner un maximum de chance il faut que les agriculteurs continuent à produire, il faut que certaines usines continuent à travailler pour alimenter d'autres réseaux. Enfin, c'est pas évident. Madame le maire, alors j'ai une question qui est très très large. Encore une fois, comme on est fidèle à tout ce qui est dit et nous on répercute sur le plateau. Avez-vous une idée sur ce qu'est le rôle de l'Europe aujourd'hui, actuellement, pour venir en aide à nos territoires? Alors, on exclut les mesures prises par la BCE, dont on a entendu parler, s'agissant de l'injection de plus de 700 milliards. Mais en dehors de ça, que fait l'Europe pour les territoires? Écoutez, aujourd'hui, sur les territoires, je peux vous assurer que j'ai rien de l'Europe qui m'arrive. Mais cependant, voyez-vous, on a dû s'organiser parce que, comme vous savez, les communes ont à régler, s'occupent de l'eau, de l'assainissement. Là, les écoles, on accueille le personnel, les enfants de personnel étant en pleine guerre contre ce virus. Donc, il faut bien qu'il y ait des fonds versés aux communes pour fonctionner. Et je pense que c'est à ce titre où l'Europe va permettre certainement des aides complémentaires, mais je dois dire que c'est pas l'Europe pour le moment qui me paraît le plus opportun à nous aider. Mais Thomas, pourquoi pas? Le principal, c'est qu'aujourd'hui on puisse honorer, que les communes honorent le paiement de la facturation aussi bien du fonctionnement habituel que des entreprises, parce qu'il faut que les entreprises continuent à vivre pour qu'elles soient encore là après tout ça. Juste peut-être une dernière question. Je vous avoue que je n'ai pas en tête le résultat des élections du premier tour municipal à Aumale. Je ne sais pas si vous êtes concerné aujourd'hui par les élus qui sont obligés de faire du RAB ou pas. Quelle est la situation là précise chez vous? Écoutez, nous, on a été élus au premier tour. Félicitations. Oui, alors après, certains diront il n'y avait qu'une liste, certes, mais ça après c'est la démocratie, mais aujourd'hui, il est vrai que ce qui m'inquiétait, c'était pas le fait d'être remis en fonction à partir de vendredi dernier, mais c'était le fait d'avoir, vous voyez, aujourd'hui on signe des documents tous les jours, des arrêtés, des permissions, des tas de choses d'ailleurs qu'on n'aurait jamais pu imaginer nous passer entre les mains, et il fallait avoir les pouvoirs du conseil municipal donnés au maire, les délégations nécessaires pour que ça marche. En tout cas, vous avez moins ce souci de continuité on peut peut-être avoir d'autres communes. Merci beaucoup, Madame le maire. Et à travers vos propos, d'ailleurs, on peut peut-être imaginer que ce fameux rôle des maires, dont un certain nombre de vos collègues en mandat regrettaient que le pouvoir passe de plus en plus... Est-ce que je peux me permettre juste de vous rajouter quelque chose? Oui, allez-y.
Alors, en fait, aujourd'hui, on parle énormément, beaucoup des maisons de santé, des médecins, etc. Mais je voudrais faire un appel pour, bien sûr, aussi tous ceux qui vont à domicile, que ce soit les aides-soignantes, que ce soit les assistantes de vie, toutes ces personnes qui approchent les gens qui sont, bien sûr, en difficulté chez eux, habituels, toutes les personnes fragiles. Il est important qu'on trouve du matériel, que ce soit des masques complémentaires, que ce soit des surblouses permettant d'être bien sûr protégées, des charlottes. Enfin, s'il y a des personnes qui sont susceptibles de pouvoir aider toutes ces personnes qui sont des réseaux de l'ADMR, de la Croix-Rouge, des réseaux Très bien. privés, il y a grand besoin d'aide chez nous comme chez les autres. Très bien, Madame le maire. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Très très bien, le message est bien passé. Avec quelques mots de réponse très courte, parce qu'on a le programme derrière qui pousse. On nous demande quelles mesures très concrètes, en quelques mots, ont été prises pour le personnel de la mairie d'Aumale. Alors en fait, pour la mairie, nous avons des permanences. Ils tournent à deux par deux. À la fois l'état civil, la comptabilité, et parce que la vie d'état civil est très importante en cette période, malheureusement, et également l'accueil téléphonique. Très bien, merci beaucoup. Et puis moi, je suis en mairie un maximum pour répondre à toutes les sollicitations. Voilà. Merci beaucoup Virginie, Merci. Luco, Avril, Merci. Maire d'Aumale, Oui, d'avoir merci beaucoup participé. à vous et bon courage. Merci bon à vous, courage au revoir. tous. Merci. Au revoir. Merci. Vous qui nous suivez, alors c'est le moment de récupérer et de regrouper vos questions pour l'ORL, otorhinolaryngologiste, l'homme qui s'occupe de toute la sphère ORL et puis des poumons, le docteur Olivier Sancinena, qui est après nous, là juste après ce petit sujet, ce petit PAD, on est allé voir comment ça se passait actuellement chez les pharmaciens. C'est un reportage de Martin Torrent. Les changements significatifs, c'est le confinement. Il y a beaucoup moins de monde, quoi, déjà, pour commencer, dans les rues. Alors, même si nous, l'activité n'est pas trop impactée, quoi. Après, les gens sont très demandeurs d'informations, hein, surtout, quoi. On est les premières personnes qui viennent voir, quoi, je pense. C'est surtout ça, quoi. Sinon, l'activité est la même. On n'a pas de rupture de médicaments. On continue à délivrer les ordonnances comme d'habitude. Ça n'a pas vraiment changé, quoi. On est en pénurie sur les gels hydroalcooliques, on est en pénurie sur les thermomètres. Les masques, on peut pas vraiment dire qu'on est en pénurie. On les donne au compte-gouttes et juste aux médecins et aux infirmières et tout ce qui est professionnel de santé. Il y a eu quelques effets d'annonce qui ont fait qu'on a vendu un peu plus de paracétamol, donc Doliprane, Dafalgan, au moment où l'État a annoncé qu'il fallait prendre ça avec un anti-inflammatoire. Mais voilà, ça a été vraiment très transitoire, quoi. On en a vendu un peu plus pendant 2-3 jours, et c'est tout, quoi. On contacte des gens toute la journée, donc on prend des précautions. C'est histoire que nous, on ne se fasse pas contaminer et qu'on essaye aussi de ne pas contaminer nous-mêmes notre patientèle, quoi. Ce que je rajouterais, c'est de bien écouter les recommandations qui sont faites aussi bien par le gouvernement que par l'OMS. Dans Ligne ouverte en direct avec vous, c'est le moment des questions-réponses avec un professionnel de santé. Et aujourd'hui, le docteur Burel n'est pas là, c'est Olivier Sancinena. Bonjour docteur. Oui, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'homme, je le disais, vous êtes l'homme de la sphère ORL, vous êtes l'homme des poumons, et justement, ça tombe bien, puisque c'est malheureusement là que le virus fait ses dégâts. Docteur, première question, et puis en attendant les questions des internautes qui nous suivent, où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à votre métier, par rapport à la situation ? Alors, précision, on est les médecins, les ORL, du nez, de la gorge et des oreilles. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est en premier lieu, vraiment premier contact et on examine les gens, on est vraiment très très près des patients. Donc il a été donné des directives de notre syndicat des ORL de cesser toutes les activités non urgentes de consultation et de chacun dans son cabinet médical, puisque nous sommes des médecins ORL de ville, d'assurer un système d'urgence donc qui est fait au quotidien. Les secrétaires sont des personnes très expérimentées, sont capables de gérer. On prend donc bien sûr nos urgences ORL qui sont notamment les saignements de nez, des infections majeures style une otite extrêmement douloureuse ou des amygdales, des angines très difficiles, des phlegmons ou encore des vertiges aigus. Donc
Et on est, je dirais, en deuxième ligne. On attend un peu peut-être des directives de l'hôpital si dans la région il s'avérait qu'il y a besoin de forces nouvelles. En attendant, on essaie de s'organiser également pour faire de la téléconsultation sur différents sites, alors qui peuvent être Care, ClickDoc, Doctolib, enfin il y a tout un tas de plateformes qui peuvent accueillir les médecins et c'est une alternative très intéressante puisqu'à mon avis on peut régler pas mal de soucis par un très bon interrogatoire et en se donnant un délai de 1 mois et demi, 2 mois, j'espère qu'on pourra reprendre les examens physiques dans ce délai de 2 mois. Voilà. Docteur Sansinena, on a souvent une question qui revient, et puis là, quelqu'un vous la pose. On me dit, demandez au docteur Sansinena ce qu'il pense du débat sur la chloroquine, cette fameuse chloroquine. Ah, chloroquine, très bien. Moi, je crois que c'est une extrêmement bonne piste qu'il faut suivre. Ce professeur Didier Raoult, quelqu'un de très sérieux, qui a fait ses preuves. Il crée un peu le débat. Oui, mais c'est parce que, vous savez, il y a toujours, là, moi, je crois qu'il y a un mélange de politique et de médecine dans notre pays qui n'est pas bon du tout. Il faut donner la parole vraiment à des médecins qui sont tout à fait détachés de la politique. On parle donc de l'hydroxychloroquine, qui est le Plaquenil, qui est un médicament qui est connu de longue date, utilisé dans les déficits immunitaires et qui permet de diminuer beaucoup l'impact du virus, qui est associé, donc quand il y a besoin, à un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Alors bien sûr, on ne peut pas du tout envisager ce traitement pour des patients Covid+, sans symptômes ou avec peu de symptômes. C'est un traitement qui doit être réservé, à mon avis, pour les gens qui ont donc des formes avec pneumonie débutante, c'est-à-dire qui toussent, qui ont de la fièvre, et qui sont capables de s'aggraver très très vite dans les 5 à 6 jours, puisque c'est là le problème. Des patients peuvent se dégrader extrêmement vite. Vous voyez, entre les premiers symptômes, un petit train fébrile, et ensuite une dégradation respiratoire, il peut se passer quelques jours. Donc c'est pour, à mon avis, très vite, ce traitement devrait être instauré très vite chez ces patients ciblés. Non, mais on ne peut pas le donner à tout le monde, c'est évident, mais non, moi je crois que c'est... On a cette possibilité, malheureusement. Là, il y a le feu, vraiment, il faut se dépêcher qu'il n'y ait pas trop de morts dans notre pays. Donc c'est une des pistes intéressantes qu'il faut ne pas négliger du tout. Docteur Sansinena, une question d'internaute. Les renouvellements d'ordonnances sont-ils prolongés automatiquement? Et si oui, jusqu'à quelle date? Et je ne sais pas, qu'un autre internaute répondait sur les réseaux, oui, pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, c'est vrai, pendant 3 mois, c'est bon. Et au-delà, moi, je pense justement... l'utilité de la téléconsultation, ça c'est vraiment très très bien, tous ces renouvellements. Nous on a aussi les renouvellements des patients, vous savez qu'on a des masques respiratoires qu'on appelle des PPC pour les apnées du sommeil. Oui. C'est des gens qu'on voit une fois par an, là, tous ces gens qui sont en phase de renouvellement, on peut de toute façon attendre 1 mois ou 2, il n'y a rien d'urgence, je crois que là nos instances dirigeantes seront d'accord là-dessus, mais ensuite, moi je suis très ouvert et je pense qu'il faut que tous les patients se dirigent vers la téléconsultation pour ces consultations. Alors soyons très concrets, téléconsultation, on appelle son médecin. Oui, alors après il faut se brancher et vous appelez le médecin, mais le mieux c'est d'aller sur des plateformes qui sont déjà équipées pour la téléconsultation, donc qui s'appelle Care, Q-A-R-E, il y a aussi Doctolib qui fait de la téléconsultation, ClickDoc. Il y a des gens qui peuvent le faire en Skype et vous voyez, ça dépend beaucoup, mais ça, c'est vrai qu'il faut peut-être appeler l'assistant de la secrétaire du médecin pour lui demander sur quel site le médecin travaille en téléconsultation. C'est très variable. On parlait des e-consultations il y a effectivement 2 jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sylvain. Oui. J'ai une question pour vous, docteur. Vous disiez c'est une des options, la chloroquine, qui peut être étudiée. Quelles sont les autres? Après, là, je crois qu'il y a d'autres études, là, je n'ai pas encore trop étudié de ce côté-là, il y a d'autres études en cours dans d'autres pays du monde, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais moi je crois que dans le doute il faut lancer la chloroquine, l'hydroxychloroquine, mais sur des patients, comme je vous l'ai dit, bien ciblés, on ne peut pas la donner à n'importe qui bien sûr, c'est pas une question, je vais faire dépister et si je suis Covid+, je prends la chloroquine, non, ça c'est tout à fait mauvais. Il faut vraiment garder ce traitement pour les gens qui en ont besoin. Mais c'est je pense, une bonne piste. Il faut vraiment arrêter cette guerre entre
Maintenant, les professeurs, qu'ils soient de Paris, de Marseille, je crois que le professeur Raoult a fait preuve de ses compétences et c'est quelqu'un sur qui on peut, à mon avis, compter. Donc il faut croiser les doigts et penser que ça va marcher, j'espère. Docteur Sansinena, 2 questions très concrètes d'internautes. Quand on a eu un je vais le dire, pneumothorax, j'y arrive, est-ce un facteur de risque? Alors, tout dépend déjà s'il est récent ou pas. C'est vrai que le pneumothorax, c'est comme un facteur de risque puisque on a eu de problèmes respiratoires, de l'air au niveau de la plaie, donc on a des capacités respiratoires moins bonnes. Donc en effet, pour moi, c'est un patient qui est à risque. Hein. Oui, attention. Donc prévention, protection, c'est toujours pareil. C'est des patients à risque devraient pouvoir être équipés de masques, hein, mais c'est toujours pareil. C'est une question encore de politique. Et on n'a pas assez de masques, nous, déjà les médecins. Donc malheureusement, il ne peut pas y avoir de masque aujourd'hui pour toute la population. Voilà, ça c'est un grand débat. Autre question, docteur, si vous me permettez, c'est pareil, sur le facteur de risque. Avoir une pyélonéphrite, je ne sais pas ce que c'est, je répète comme ça, est-ce un facteur de risque, pyélonéphrite? Oui, parce que le pyélonéphrite, c'est une infection très grave au niveau des voies urinaires, hein, au niveau du... Et du coup, la personne qui a cette pyélonéphrite a déjà des défenses immunitaires abaissées, avec un tableau donc très fiévreux, donc c'est une personne à risque. Attention, en effet, confinement total, mais de toute façon on l'est tous, et masque en effet, quand il sort de chez lui, s'il sort, mais avec une pyélonéphrite, on reste à la maison. Enfin, d'accord. On nous pose la question suivante, pourquoi ne pas utiliser le plasma des personnes qui ont été guéries, qui sont guéries? Alors là, c'est un peu pointu. Je laisserai peut-être la réponse plus à des mais c'est vrai qu'on comprend bien pourquoi cette question, parce que le plasma sanguin contient les anticorps d'une personne guérie. Exact. Mais je ne peux pas vous dire, là, vous savez, il y a toute une histoire de décision de traitement. Tous ces traitements, il y a une histoire de coût. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, docteur, juste difficile de répondre comme ça. Ouais, pour finir, effectivement, avec vous aujourd'hui, est-ce que on a vu qu'il y a une évolution dans les choses qu'on observe, celles que l'on apprend. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur le coronavirus, c'est pas la même chose que ce qu'on croyait savoir au moment du développement de l'épidémie. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, pour tous celles et ceux qui nous regardent, aujourd'hui, quels sont les tout premiers symptômes que généralement on peut constater et qui peuvent nous conduire à penser qu'on peut être susceptible d'être infecté? Bon, alors c'est toujours le tableau dont on parlait quand même au début, un syndrome grippal qui est donc très difficile à se distinguer d'une grippe classique, avec des courbatures, des maux de tête. Voilà, ça n'a pas changé, c'est ce qu'on disait au début, et c'est toujours un petit train fébrile. Voilà, maintenant il y a un élément très important nouveau, c'est la perte d'odorat et aussi la perte de goût, qui sont 2 éléments. Les ORL qui ont constaté ça bien sûr en premier la semaine dernière, mais là on est sûr que c'est pathognomonique, c'est-à-dire que c'est positif, Covid plus positif à coup sûr. Ce sont donc ça 2 éléments importants. On a aussi chez les personnes plus âgées un tableau un peu de confusion, de troubles digestifs, vous voyez, avec des diarrhées, avec des gens qui peuvent chuter, des personnes plus âgées dans les EHPAD ou les personnes seules chez elles. Donc tout un autre côté de signes digestifs qui doivent alerter aussi. Et la fièvre n'est pas du tout un maître symptôme. On peut avoir un petit 37,8, pardon, même pas un 38, hein, avec une perte d'odorat. Bon, docteur, attendez, pardon. On nous a déjà interrogé les jours précédents c'est revenu à plusieurs reprises, sur la diarrhée. Est-ce que la diarrhée peut être un symptôme? Oui, on a vu, alors la diarrhée symptôme, moi je l'ai vu passer chez des gens quand même plutôt, je dirais plutôt âgés, au-delà de 70 ans. Est-ce que c'est le fait que le virus passe de façon systémique dans le sang, mais c'est un élément qui peut être suspect si on a d'autres signes associés. D'accord, par exemple, imaginons qu'on se sente un peu fiévreux, on a un peu de courbature et on a de la diarrhée, ça peut être ça. Voilà, il faut être vigilant, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. J'ai eu un cas relaté d'un jeune qui a fait une paralysie faciale, on ne sait pas, brutale, est-ce que ça peut être en rapport avec le Covid+. Bon, après, on ne peut pas tout mettre sur le dos de ce virus. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qu'on découvre quotidiennement, je dirais. Hein. Parce que c'est vrai, un peu de fièvre, un peu de courbature, et puis la diarrhée, on pense tout de suite à une gastro.
Oui, mais il faut rester vigilant. Moi, je crois. Au début, moi, l'anosmie, la perte d'odorat au début, je ne pensais pas du tout que c'était lié au coronavirus. Hein. C'est quand on a vu passer 4, 5, 10 cas dans l'après-midi, là, vous dites, en effet, il y a quelque chose que ça va pas, vous voyez. Donc, et après, c'était... Donc, les diarrhées, méfiance, bon, c'est pas le maître symptôme, c'est pas... Mais aujourd'hui, il faut il faut être méfiant, surtout si on a été en contact avec des gens positifs. Vous voyez, ça dépend du contexte aussi Bien sûr. dans lequel les symptômes sont rapportés. Hein, Juste une question tout de même, docteur. Vous évoquiez la perte de goût et d'odorat. Question tout à fait naïve, hein, je ne suis pas médecin, mais est-ce que ce ne sont pas des symptômes qu'on peut aussi éprouver quand on a la grippe, une grippe toute simple? Non, très rare. Alors nous, jusqu'alors, les ERL, on avait en effet des consultations, quelques consultations par an de perte en effet de goût. Enfin, c'est surtout perte d'odorat, mais de goût aussi, qu'on rattachait à l'époque sur des virus respiratoires, grippaux entre guillemets, des virus qui sont beaucoup plus, avec une perte définitive, hein, souvent. Dans le coronavirus, a priori, c'est une perte plutôt qui semble transitoire, je dis bien qui semble, et qui récupère dans plutôt la majorité des cas. Hein, vous voyez, donc, a priori, ça semble une perte transitoire avec ensuite une récupération. Mais ce n'est pas un symptôme, non, c'est un symptôme pour nous qui n'est pas banal et qu'on voit très rarement. Ou avec des phénomènes de nez bouché et des phénomènes de mouchage de pus, vous voyez, mouchage purulent. Là, c'est vrai que c'est normal de perdre l'odorat, mais si vous avez une perte d'odorat, plus ou moins de perte de goût, sans nez bouché, sans symptômes respiratoires et sans mouchage, là, on peut rapporter ça au Covid, plus dans cette période d'épidémie. C'est rapporté par toute une société scientifique d'ORL. Docteur, dernière question, puis on vous laisse retourner à vos activités. Question un peu clin d'œil pour finir. Quel est le meilleur conseil que vous donnez aux hypocondriaques actuellement? Restez chez vous. Voilà, la sécurité, c'est de vous rester posez à la cette maison, question, de se Sylvain? déplacer une fois par semaine maximum, et encore, rester confiné et en famille, tout seul, mais il ne faut pas du tout bouger, c'est tout. Voilà, il faut rester à la maison. Très bien, merci à vous. On vous retrouve début de semaine prochaine, docteur. Monsieur. À la prochaine, merci. À la prochaine, merci beaucoup. Sylvain, pourquoi vous avez posé cette question qui n'est pas la question d'un internaute? Est-ce qu'on peut vous demander? Vous n'êtes pas un peu hypocondriaque, Anthony? Je crois que je ne suis pas le seul autour de non, cette table. effectivement, on est 3 ici. Il y a un gros pourcentage d'hypocondriaques sur ce plateau. Non, pas du tout, Thomas, vous n'êtes pas hypocondriaque. Je dément totalement cette information. Je suis un hypocondriaque qui s'est soigné, justement. Oui, voilà. Moi, je suis un peu hypocondriaque aussi, je l'avoue. Alors, on va maintenant vous parler de ce qui se passe sur les réseaux, de ce qui agite les réseaux. La chronique de Frédéric Borghino. Alors, on va changer. Frédéric Borghino, ça sera juste après. Là, on a Marc Braun. Marc Braun, c'est le journaliste économique de Paris-Normandie. Et régulièrement, il intervient pour nous donner des échos de toutes ces entreprises qui sont sur notre territoire. Même quand on ne lui demande pas. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Je vous envoie toujours tous les jours du soleil de Saint-Ouen et demain, j'aurai la même chemise qu'Anthony. Bon. Mais le truc, c'est qu'on ne la voit pas, puisque vous intervenez par téléphone. Non, mais il faut juste imaginer que, voilà, sur le plateau, je viens de faire le tour de la commune comme je le fais. Et notamment des petites activités. Je peux vous faire un compliment, Marc, sur votre photo là qu'on voit à l'écran. Je trouve ne sais pas, je vois pas de photo alors. Si, écoutez, moi vous avez un peu le look d'un acteur de cinéma là sur cette photo. Vous avez un physique très avantageux. Alain Deloin quand même. Bon, Anthony dit Alain Deloin. Bon, alors donc, allez, on reprend le cours sérieux de nos échanges. Marc, quelles sont les nouvelles que vous nous donnez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour une parution samedi, j'ai refait le tour de Saint-Ouen-du-Tilleul, la petite commune du plateau du Roumois où je réside. Alors il y a toujours un petit volet économique, mais qui est symptomatique de ce qui se passe en zone rurale. J'ai vu mon garagiste, il me dit j'ai mis ma secrétaire comptable et un de mes mécanos bientôt au chômage partiel, je n'ai plus d'activité, sa course vide, il me raconte un peu tout ça, la supérette du coin continue d'œuvrer, le tabac continue de s'écouler, la pharmacie est à l'œuvre évidemment, mais aussi ce qui circule dans la commune, et ce qui est un petit peu inquiétant, même s'il n'y a pas de cas de coronavirus avéré sur la commune de Saint-Ouen-du-Tilleul, c'est qu'on s'inquiète de ce qui se passe chez Renault, puisque Renault a confirmé 88 cas
en tout cas de gens avec des coronavirus avérés ou des gens, en tout cas, qu'on éloigne. Et évidemment, sur le plateau, il y a quand même pas mal de gens qui résident dans les environs de Renault à Cléon, c'est vraiment pas loin, donc ça commence à inquiéter les gens. Alors Marc Brown, J'ai- on fait un petit break. Écoutez, encore une fois, on a dit qu'ici on mettait un petit peu de clin d'œil humoristique de temps en temps, puisque j'ai dit tout à l'heure votre lancement que vous aviez un physique d'acteur de cinéma. Et bien sur les réseaux, vous savez ce qui nous revient. Un internaute nous dit non, c'est pas Alain Deloin, c'est Steve McQueen. Et puis quelqu'un d'autre nous dit oh, on dirait Nagui. Allez, on referme la parenthèse et on vous laisse continuer. Alors on nous dit Georges Clooney aussi. Moi je vois pas trop Georges Clooney. Ce que je peux vous dire, c'est que comme beaucoup de journalistes qui interviennent et qui sont confinés, on est un peu en jachère, je vous le confirme. Ah, vous êtes en jachère, très bien. Ouais, Allez, terminez votre chronique, Marc. Alors je termine juste, effectivement, j'étais quand même sérieux en vous parlant de Renault. J'ai confirmation aussi, alors là on revient sur Rouen, chez Borealis, qui est le fabricant d'engrais sur Grand Queville, Borealis qui est classé Seveso seuil haut. J'ai confirmation par la direction que le site est fermé. Alors c'est un petit peu équivoque parce que on m'indique qu'ils ferment pour des raisons de sécurité parce qu'ils ont un trop grand nombre de personnes en congé maladie. Sauf que je ne sais pas si c'est en raison du coronavirus, mais on peut le supposer. En revanche, pour l'instant, nos amis agriculteurs sont toujours a priori approvisionnés avec les intrants dont ils ont besoin. Voilà. Marc, une petite question peut-être pour la suite, mais on parlait des sites Seveso seuil haut. Est-ce qu'on sait si d'autres sites Seveso seuil haut risquent, ou même plutôt Seveso seuil bas également, pourraient fermer dans les jours qui viennent pour des raisons de sécurité, par manque de personnel peut-être ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre oui ou non, mais ce que je sais, c'est que la DREAL, donc les services de l'État suivent tout ça de très près, parce qu'il est évident que sur ces sites industriels où il y a beaucoup de gens qui touchent beaucoup d'éléments qui sont liés à des process industriels, il faut être extrêmement vigilant. Mais ce sont des sites qui ont l'habitude de ces mesures de protection et de sécurité pour leurs collaborateurs. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, nous n'avons pas de retour de la préfecture, en l'occurrence, ou de la DREAL, de sites qui pourraient être concernés. Mais, à l'instar de ce que je viens de dire sur Renault à Cléon, qui n'est pas Seveso seuil haut, mais qui est un très gros site industriel, ça peut aller très vite. Eh bien, merci Nagui. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il faut dire merci Marc, merci Nagui, merci Steve. Et puis, j'ai aussi du Guy Bedos qui arrive. Alors, chacun se fait sa propre idée. Et puis, on vous retrouve, Marc, régulièrement pour cette chronique éco. Ciao, bon après-midi. Et nous, on va continuer avec les échos du web. Ça vibre, ça bruisse sur le web. Et c'est Frédéric Borghino, journaliste web à Paris-Normandie, qui nous donne un peu les échos, ce qu'il a constaté depuis 24 heures. On lui demande régulièrement des images aussi. J'espère qu'il en a, juste le temps que la régie appelle et connecte au plateau. Messieurs, un commentaire ? J'essaie toujours d'imaginer la fusion entre Georges Clooney et Nagui, et ça me perturbe beaucoup depuis tout à l'heure. Je pense que les retours au boulot vont être folklore dans quelques semaines. On va pas avoir de voilà, alors juste Jonathan préparez vos questions aussi, parce que, oui, il est un petit peu tard, évidemment, c'est l'heure du déjeuner, mais vous qui avez des questions sur votre job, sur votre contrat de travail, sur la relation avec votre employeur, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le droit du travail, eh bien, restez avec nous, c'est juste dans quelques minutes. On sera en ligne avec Élodie Tiffet, qui est avocate spécialisée en droit du travail. On a Frédéric Borghino en ligne. Bonjour Fred Borghino. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Salut Frédéric. Bonjour Frédéric. Voilà, bonjour Frédéric. Alors, petite chronique, rapide, énergique, vive, intéressante. Comment ça bruisse sur le web ? Sur le web, ça bruisse avec des bruits de cloches qu'on a vus hier soir à la cathédrale de Rouen, qu'on vous a diffusé en direct sur le Facebook de Paris-Normandie. Ça a beaucoup ému les internautes. Ils étaient touchés d'entendre ces cloches qui ont résonné partout dans Rouen. Juste avant, à 19h30, toutes les cloches de toutes les églises de France avaient résonné. Après en musique, on vous annonce aussi le concert ce soir de Kinvé, le chanteur normand. Alors c'est un peu plus pour les jeunes, on va dire. Ce sera à 17h. Et puis voilà, on a aussi une vidéo intéressante qu'on vous a diffusée également hier sur le Facebook de Paris-Normandie. Ça concerne l'addiction au sexe. Depuis le confinement, certains ont des difficultés
voilà, gérer un petit peu ce manque de connexion avec les autres, on va dire. Souvent, c'était leur seule interaction sociale pour certains. Et du coup, on en parle avec Benjamin Duval, qui est chargé de prévention santé chez INIPS. On a beaucoup Voilà. d'artistes, vous parliez de Kinvey, d'ailleurs je trouve ça bien moi, pour les fans, qui est quelqu'un qui est un artiste qui prenne les devants et qui organise des sessions live, même s'il a eu des déconvenues récemment avec ses concerts. Mais vous avez d'autres exemples comme ça d'artistes normands qui vont à la rencontre de leurs fans via les réseaux sociaux pendant le confinement? Alors, des artistes normands, oui. Alors, il y a Nino, qui est un chanteur lilbonnais, qui fait régulièrement des lives sur son Facebook et sur Twitter aussi, je crois. Sinon, après, il y a plutôt des stars, on va dire, nationales ou internationales, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. On pense à Jean-Louis Aubert ou d'autres artistes du même genre. Il y a aussi, j'ai vu au Havre, un auteur BD qui publie régulièrement une planche sur, alors je ne sais plus son nom, pardon, ça m'échappe, mais sur les aventures du renard LH ou quelque chose comme ça. C'est Christophe Préteux qui avait fait un sujet il y a 48 heures dans nos colonnes sur On a fait le tour, exemple. Frédéric ? Oui, non, et pour finir un peu dans le côté artistique, on a aussi la chorégraphie de ces pharmaciens de Pont-de-Mer sur la bande originale de Grise, qui nettoient leur comptoir sur You're the One That I Want. You're the en anglais. One that I want, oui. Tout à fait. Et donc voilà, ça c'est sur notre Twitter. Et puis sur le site internet, je termine aussi rapidement. On vous offre des balades en Normandie à travers toutes les webcams sur les grands lieux touristiques normands. Donc Mont-Saint-Michel, on va aussi à Fécamp, enfin un peu partout. C'est bien ça. Ça nous permet de respirer un petit peu. Et puis un appel aussi de la gendarmerie sur Twitter. Il y a des faux gendarmes en civil qui arrêtent des gens dans la rue, qui leur demandent de payer en liquide instantanément des amendes. Il ne faut jamais payer en liquide et à un gendarme qui se présente, et surtout vérifier la carte professionnelle de ces soi-disant gendarmes si vous êtes contrôlé. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, le procès verbal est envoyé à domicile pour les cas où on est contrôlé sans attestation. Et il a raison de le rappeler parce qu'il y a eu quelques tentatives d'arnaque et quelques arnaques récemment. Exactement, et enfin je vois à l'écran qu'il y a les articles les plus lus qui s'affichent. Retrouvez aussi tous les soirs notre point quotidien sur le nombre de cas confirmés en Normandie, les décès, mais aussi, vous l'avez dit en début d'émission, les guéris ou du moins les sorties d'hôpital. Il y a du positif aussi dans cette crise. Très bien. Frédéric Borghino, on adore votre chronique. On espère vous retrouver demain. Oui, avec plaisir. Avec de nouvelles infos. Merci beaucoup pour cette chronique illustrée et vivante. Justement, Frédéric Borghino nous montrait la cathédrale de Rouen avec ses cloches qui sonnaient. Ça nous fait le lien avec le sujet qu'on va vous diffuser maintenant, un petit reportage. Évidemment, le culte est plus qu'entravé. Il est rendu impossible puisque les églises, les cathédrales, les basiliques ne peuvent être fréquentées. Tous les lieux de culte. Et tous les lieux de culte, vous avez raison Anthony, tous les lieux de culte. On est allé tendre le micro à Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. On regarde ce petit sujet, on se retrouve après. Et préparez vos questions, parce que juste après, on a Élodie, qui est avocate spécialisée en droit du travail. Monseigneur Lebrun. Depuis que je suis rentré d'Italie, où j'étais en pèlerinage à Rome, je suis strictement confiné. Et je pense à tous ceux qui sont dans des petits appartements avec leurs enfants, et 24 heures sur 24, et qui sont appelés à la patience. Ça bouleverse complètement, évidemment, notre mission d'église. Nous sommes habitués, vous savez, à rassembler. C'est un peu notre job. On croit en Dieu Père qui veut rassembler l'humanité. Et aujourd'hui, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous, respectez les distances. J'oublie pas la souffrance que ça crée. Il y a aussi les personnes qui sont plus isolées que jamais. Et puis nous voyons bien les effets induits, entre guillemets, et cette inquiétude, cette angoisse qui est un peu en chacun de nous. Et je dis, n'ayons pas peur de cette angoisse, parce que la peur que nous avons, elle rejoint la peur de la mort. Ça veut dire, je suis fait pour la vie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensemble, nous voulons lutter pour la vie.
Avec beaucoup d'ingéniosité, un certain nombre de prêtres célèbrent la messe à travers Internet, la chaîne YouTube, Facebook, mais aussi chacun la célèbre, parfois dans l'intimité, peut-être avec une ou deux personnes, et c'est retrouver peut-être un sens plus intérieur de cette prière qui monte vers Dieu. La venue du Covid-19 a littéralement plongé notre terre dans la nuit, dans les ténèbres. Alors évidemment, il y a beaucoup de cérémonies qui sont reportées. Je pense alors au baptême avant Pâques, il n'y en a pas beaucoup, ni de mariage, mais après Pâques. Et là, on va voir arriver au mois d'avril un certain nombre de questions et de reports. Ce que nous continuons, c'est à célébrer les obsèques. Et évidemment dans un contexte tout à fait particulier, seulement dans l'intimité familiale, avec une vingtaine de personnes. J'ai demandé aux prêtres de plus de 70 ans de ne pas les célébrer. Nous avons aussi des personnes laïques qui souvent aident ou célèbrent même les obsèques. Et je leur ai dit, si vous avez moins de 70 ans. Et je vois que les prêtres les plus jeunes vraiment se donnent tout entier à ce ministère. C'est une période toute particulière, chacun la vit à sa manière. Moi-même, je m'interroge sur la question du mal. Voilà comment ce petit virus fait créer tant de mal. Et je pense que nous sommes tous habités par le virus de l'amour. Et c'est celui-là qui sera contagieux et qu'on ne pourra pas arrêter. Une question pendant la diffusion de ce reportage réalisé par notre partenaire ActuaProd. Est-ce que les chantiers de rénovation des lieux de culte sont suspendus ? La réponse est... Oui, comme tous les chantiers actuellement. Comme pour l'instant tous les chantiers. Il n'y a pas de passe-droit. Précisons que le monde du BTP, des bâtiments et des travaux publics, bien sûr, est en grand questionnement aujourd'hui et attend peut-être des consignes qui pourraient évoluer de la part du gouvernement. Milieu professionnel, je pense qu'on pourra aborder la question avec l'avocate juste ensuite. Voilà. Et bien justement, nous sommes avec notre avocate spécialisée en droit du travail, Élodie Tiffet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. On est un petit peu en retard, veuillez nous excuser, parce que nous avons un certain nombre de questions très régulièrement sur la relation des internautes, tout un chacun, toute à chacune, avec leur contrat de travail, avec leur employeur. Et première question est à Thomas Dubois. Oui, première question, Élodie Tiffet, bonjour. Il y a un certain nombre d'ordonnances qui ont été prises hier qui redéfinissent un peu le cadre exceptionnellement du temps, la durée du temps de travail, l'indemnisation des arrêts de travail, du chômage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ? Est-ce qu'on peut essayer de résumer aujourd'hui ce qui change depuis hier pour certains salariés ? Alors effectivement, il y a 24 ordonnances qui ont été adoptées hier en Conseil des ministres et elles sont parues aujourd'hui au journal officiel. Concernant le droit du travail, il y a 3 ordonnances qui concernent véritablement le droit du travail et un décret qui concerne l'activité partielle. Les 3 ordonnances, elles vont concerner dans un premier temps les congés payés, puisque ce qui avait été annoncé par le gouvernement, la prise de congés payés va être modifiée du fait de cette crise sanitaire inédite. Et puis les 2 autres ordonnances concernent davantage les personnes qui sont au chômage actuellement, les demandeurs d'emploi, et puis l'intéressement et la participation. Pour les demandeurs d'emploi, très concrètement, par exemple, je crois que ça concerne les demandeurs d'emploi dont les droits s'arrêtaient au 31 mars, hein, c'est ça ? Exactement. C'est les demandeurs d'emploi qui sont en fin de droit, pour lesquels on va effectivement prolonger leurs droits. Alors, je ne vous cache pas que les ordonnances ont été publiées ce matin au journal officiel, donc j'en ai pris connaissance assez rapidement avant d'intervenir. Mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de tout intégrer, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'ordonnances qui ont été publiées. Une question des internautes qui revient assez régulièrement concernant les 14 jours qu'ils peuvent prendre pour garder leurs enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être automatiquement prolongé si la date de fin de confinement est elle-même prolongée ? Alors, pour être très précise, concernant l'arrêt de travail pour garde d'enfants, ça n'est pas encore pour l'instant dans les ordonnances. Il y aura probablement des ordonnances qui vont venir encore. Donc, ce qui est applicable aujourd'hui, ce sont des décrets. Le dernier décret qui a été publié en la matière, il date du 9 mars. Le 9 mars, en fait, prévoit que vous avez des périodes effectivement de 14 jours, comme vous l'avez rappelé, mais que les gens vont pouvoir bénéficier de cet arrêt de travail
jusqu'à la fin de la fermeture des établissements scolaires. Donc pour l'instant, les demandes, elles se font a priori en pratique par période de 14 jours auprès de la CPM, c'est votre employeur qui fait cette demande d'arrêt de travail pour garde d'enfants. Mais évidemment, conformément au décret, vous pourrez renouveler votre demande jusqu'à ce que l'établissement scolaire qui est fermé réouvre. Une question pour vous, Élodie Tiffet, avocate spécialiste en droit du travail. Question d'internaute. Ma femme est gérante salariée. Elle ne cotise ni au RSI ni au chômage. À quoi peut-elle ou va-t-elle avoir droit ? Alors là, on est sur une autre problématique. On est sur les personnes qui font... Alors non, vous m'avez dit qu'elle était salariée, la personne ? Oui, elle est gérante salariée. Gérante salariée, donc normalement, elle doit quand même cotiser en tant que salariée. À mon sens, elle doit cotiser auprès de l'URSSAF, non ? Logiquement, oui. Si elle est salariée, elle devrait cotiser auprès de l'URSSAF. Donc oui. elle a le droit, en tant que salariée, elle a les mêmes droits que tous les salariés dans ce qu'on vient de dire. Mais le fait qu'elle soit gérante, ça n'impacte pas d'une Non, manière ou d'une elle a un contrat de travail salarié, donc à mon sens, elle pourra prétendre aux mêmes droits en ayant le statut de salarié. Il y a eu beaucoup de questions aussi par le passé dans les précédentes émissions sur le droit de retrait. Est-ce qu'un employeur peut s'opposer au droit de retrait de son salarié ? Alors le droit de retrait, c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de prudence pour les salariés. Parce que vous ne pouvez pas exercer en tant que salarié votre droit de retrait à tout va. Le droit de retrait, c'est uniquement lorsque vous considérez qu'il y a des motifs valables que votre sécurité ou votre santé soit en danger. Et si vous l'exercez alors que ce n'est pas légitime, il faut savoir qu'un employeur peut vous sanctionner pécuniairement, enfin pas vous sanctionner pécuniairement, mais faire une retenue sur salaire puisque ce n'est pas légitime. Et puis également, vous pouvez avoir une procédure disciplinaire si ce n'a pas été fait dans les conditions. Donc oui, les salariés ont la possibilité d'exercer un droit de retrait, mais attention uniquement dans des cas extrêmement graves, et c'est-à-dire dans des cas où les gestes barrières que vous avez entendus à plusieurs reprises ne sont pas respectés et que vous devez aller travailler et que ces gestes barrières ne sont pas respectés. Oui, maître, nouvelle question des réseaux. Alors déjà peut-être juste avant, une petite précision. Quand on parle de gérant et quand on parle de contrat salarié, est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'être gérant majoritaire si on est au capital ou gérant minoritaire ? Parce que est-ce que quand on est majoritaire, ça supprime des droits par rapport au fait d'être gérant salarié minoritaire ? Alors là, sur cette question, il faudrait que j'approfondisse puisque en réalité, là, moi, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est uniquement le fait que si vous avez un contrat de travail, vous êtes considéré comme salarié et donc tout ce que je viens de vous expliquer va s'appliquer. En revanche, si vous êtes gérant, vous n'avez pas de contrat de travail, là, effectivement, vos droits par rapport au Covid-19, puisqu'on est sur ce terrain-là, là, vous allez avoir effectivement des aides. Il y a des fonds de garantie qui ont été annoncés ou des reports de charges, etc., qui ont été annoncés pour les gens qui sont indépendants. Je précise à tous celles et ceux qui sont encore avec nous que les images qu'on voit d'ailleurs pendant qu'on échange avec notre avocate spécialiste, eh bien, ce sont des images qui ont été prises hier après-midi sur le boulevard industriel de Rouen, Sotteville, Saint-Étienne-du-Rouvray, et c'est absolument impressionnant. Il n'y a pas âmes qui vivent, personne, pas de voiture, pas de camion, c'est assez impressionnant. Voilà, ce sont ces images qu'on vous passe. Qu'est-ce que la situation peut engendrer pour les auto-entrepreneurs, maître ? Alors, les auto-entrepreneurs, je crois pour l'instant, mais encore une fois, là on n'est que sur des annonces du gouvernement, je n'ai pas vu encore l'ordonnance à ce sujet, mais il y a un fonds de garantie qui a été prévu pour les indépendants, comme je disais tout à l'heure, et il me semble que jusqu'à présent, ce qui aurait été dit, c'est que les auto-entrepreneurs ne seraient pas concernés. Mais là, encore une fois, il faut attendre les ordonnances. Et il faut attendre de voir s'il y aura quelque chose de prévu pour les auto-entrepreneurs. Question encore qui nous vient d'un internaute. Quelles conséquences pour des entreprises qui sont déjà en difficulté, qui étaient déjà en difficulté avant que l'impact négatif économique arrive créé par le coronavirus ? Alors, les conséquences, si la question concerne par exemple les demandes d'activité partielle, le fait que vous soyez déjà en difficulté, ça ne va pas forcément rentrer en compte. Ce qui rentre en compte, c'est l'impact qu'a eu le coronavirus sur votre activité. Donc pour pouvoir bénéficier des aides, il faut vraiment être en mesure de démontrer que c'est cette circonstance exceptionnelle
qui vous a impacté et qui va vous permettre de pouvoir bénéficier des mesures prévues par l'État. Mais évidemment, d'une manière générale, si vous aviez déjà des difficultés économiques, on entend bien que ça va être encore plus difficile pour la société en question. Élodie Tiffet, j'aurais une question, un cas très précis, très concret qui nous est parvenu. Est-ce que un employeur peut refuser à un salarié cet arrêt au titre d'impossibilité de faire garder ses enfants au motif qu'il a la possibilité de faire du télétravail ? La réponse est oui, parce que ce qui a été clairement prévu par les décrets dont je vous parlais tout à l'heure, celui du 9 mars, c'est que vous devez d'abord regarder s'il y a une possibilité de faire du télétravail. Si il y a une possibilité de faire du télétravail, vous êtes censé mettre votre salarié en télétravail. C'est uniquement si ce n'est pas possible que vous pouvez demander l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Ceci étant, des employeurs, puisque c'est l'employeur qui fait la déclaration auprès de la caisse, peut-être que des employeurs sont un peu plus souples. Mais le texte, c'est bien d'abord, on priorise le télétravail. D'accord. Maître, nouvelle question, et puis on s'acheminera peut-être avec celle-ci, ou peut-être encore une intervention d'Anthony vers la fin de notre échange. Mon mari est asthmatique, on lui a refusé le chômage partiel. Quel recours a-t-il ? Quelle possibilité a-t-il à part se mettre en arrêt de travail ? Justement, voilà. Alors, l'activité partielle, le refus de l'activité partielle, à mon avis, là, c'est lié à la société qui a fait la demande et peut-être que l'activité partielle a été refusée parce qu'elle ne rentrait pas dans les conditions. Concernant le salarié qui est asthmatique, dans la mesure où il y a un risque, puisqu'il est considéré comme une personne fragile, il y a peut-être un risque qu'il aille travailler, qu'il soit au contact de d'autres personnes. Le seul conseil qu'on peut lui donner, c'est d'aller voir son médecin traitant pour se mettre en arrêt de travail, de manière à ce qu'il n'ait pas à se déplacer et qu'il ne soit pas en situation de danger. Merci beaucoup, Maître, pour vos réponses très précises. Anthony Quindroy. Oui, non, une dernière question, peut-être juste, beaucoup de gens s'interrogent sur les congés payés. Est-ce qu'un employeur peut en ce moment décider unilatéralement soit de les annuler, soit d'en imposer, soit de les déplacer ? Alors jusqu'à présent, la réponse à cette question, c'était qu'il y avait un délai de prévenance avant de pouvoir imposer des congés payés à un salarié. Parce que le principe, c'est que l'employeur a un pouvoir de direction et peut décider des congés payés, mais il doit respecter des délais de prévenance. Depuis ce matin, une ordonnance a été publiée au journal officiel concernant les congés payés. Et effectivement, les employeurs vont pouvoir déroger à ce délai de prévenance. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a les congés payés. Pour les congés payés, vous avez la possibilité, d'après l'ordonnance, d'imposer 6 jours ouvrables avec un délai de prévenance au minimum d'une journée. Mais pour cela, il faut négocier un accord d'entreprise ou il faut avoir un accord de branche. Ensuite, alors c'est un peu complexe, mais ensuite on va aller sur les JRTT. Là, pour les JRTT, il n'y a pas besoin d'accord d'entreprise. L'employeur pourra, grâce à cette ordonnance, imposer des journées de RTT à son salarié, toujours avec un délai de prévenance au minimum d'une journée franche. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est un peu plus complexe, mais voilà en résumé. Merci Maître. Merci Maître. C'était très sympa d'être avec nous aujourd'hui, ce vendredi en direct. Écoutez, j'ai envie qu'on refasse appel à vous au courant de semaine prochaine. Ça serait possible ? Avec plaisir. On essaiera de vous prendre un petit peu plus tôt, quelque chose comme entre 12h et 12h30, parce qu'il y a encore de très très nombreuses questions qui se posent. Merci à vous et à la semaine prochaine alors. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous précise, on va terminer en allant à Pont-Audemer retrouver Aurore Coué, journaliste Paris-Normandie, qui va nous faire l'écho de ce territoire, comme on le fait chaque jour avec les rédactions locales de Paris-Normandie. Simplement, juste avant que Aurore nous rejoigne, je vous précise le sommaire de demain. Alors, il y aura beaucoup de choses encore, mais nous aurons Yvon Robert, maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie également, qui sera avec nous. Chaque jour, nous aurons un maire, alors soit des grands territoires, soit des territoires urbains, soit des territoires ruraux. Le docteur Burel, que vous commencez à bien connaître, eh bien, il sera avec nous. Et puis, alors, on aura un bel intervenant aussi, que vous attendez avec beaucoup d'impatience, Thomas et Anthony, c'est Serge Tisseron. Oui. Serge Tisseron, qui est psychiatre. Alors, c'est une sommité nationale, pourrait-on dire. C'est le grand spécialiste qui travaille à l'Université de Paris, grand spécialiste de la relation entre les êtres humains et tous ces écrans, les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Et ça nous intéresse bien, ça, en ce moment. Oui. En tant que jeune papa, on a plein de questions à lui poser. Vous avez plein de questions à lui poser, j'imagine. Papa chacun de notre côté. Oui. Vous n'êtes pas jeune papa ensemble ? Non.
On verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, en tout cas, vous aussi, hein, demain, Serge Tisseron, on le voit souvent à la télévision sur les chaînes nationales, eh bien, préparez vos questions pour toute cette relation entre nous, nous-mêmes et nos enfants avec les écrans. On va maintenant partir pour terminer à Pont-Audemer. Bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour Aurore Coué. Bonjour, Aurore. Ben voilà, la question est ouverte, elle est open, hein, comme d'habitude. Quels sont les échos de ce territoire autour de Pont-Audemer ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité dans le territoire de Pont-Audemer. On peut parler de l'entreprise Rio Glass qui a offert à une trentaine de commerces des vitres de protection en verre pour éviter du coup que les commerçants aient le contact avec les clients. Une entreprise qui perd quand même 650 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc l'entreprise reste quand même très solidaire par rapport à cette situation actuelle. Voilà. Je précise, hein, si vous me permettez Aurore, je précise et je m'intercale effectivement en précisant à tous nos amis qui nous écoutent que justement il est question de Rio Glass dans l'édition de Paris Normandie d'aujourd'hui, page 13. Vous voyez, page 13. Voilà, en réalisation, on va descendre. Voilà, moi je bouge pas et on descend. Voilà, dans le groupe Rio Glass, effectivement. Ce que nous disait Aurore à l'instant, perte de 650 000 euros par jour. On vous laisse continuer, Aurore. On a aussi une imprimerie, l'atelier Gutenberg, qui offre en fait 10 000 attestations aux habitants de la ville à déposer dans divers dépôts en fait du centre-ville pour aider les personnes en difficulté. On a aussi une pharmacie, la pharmacie de l'église à Pont-Audemer, qui a fait une vidéo assez insolite pour essayer de détendre un peu l'atmosphère dans cette situation un peu particulière. On voit le personnel des établissements, de la pharmacie, qui danse sur une musique de Grease en essayant de nettoyer en fait les vitres de protection. Donc, une Thomas, vidéo qui est assez virale. On a vu aujourd'hui un papier aussi que vous avez signé sur Grand-Bourgtrould, une commune qui est passée à la postérité depuis quelques temps avec le grand débat et l'avenue d'Emmanuel Macron. Grand-Bourgtrould, où le maire appelle à la réserve civique, hein, c'est bien ça? Exactement, il a lancé une mission sur le site du gouvernement pour pour recruter 15 volontaires afin d'aider les personnes en situation de difficulté pour faire leurs courses. Ou aller leur chercher les produits dont ils ont besoin, même à la pharmacie. C'est une réserve d'anticipation. Ils n'en ont pas besoin pour le moment, mais si la situation se dégrade, ils auront ces 15 volontaires qui seront disponibles. D'accord. Et l'appel est passé? Vous savez si du monde a répondu présent là, depuis Oui, c'est complet. Ils ont leurs 15 volontaires. Il n'y a pas de problème. Okay. Eh bien, super. Merci beaucoup, Aurore. Merci Aurore. Bonne journée à vous. Voilà, très sympa d'être venu nous porter ici et auprès de tous ceux qui nous regardent les échos du territoire de Pont-Audemer. Messieurs, c'est fini? C'est fini déjà. C'est fini pour aujourd'hui. On va remercier tous nos amis avec lesquels on produit tous ensemble ce grand rendez-vous quotidien. Et puis on vous laisse avec les Diepois créatifs. Voilà, je les ai baptisés comme ça. Avec Audrey qui est la star. Allez, ça commence à être une star maintenant. J'ai remarqué d'ailleurs que France 3 avait repéré aussi Audrey, cette Diepoise, et son réalisateur. On les passe pas forcément dans l'ordre, mais celui-ci on ne l'avait pas encore passé. Alors peu importe si c'est le 5, le 7 ou le 8. En tout cas, vous allez voir, tout est bon pour sortir et peut-être trouver une raison de remplir son attestation. Allez, on regarde de quoi il s'agit. Thomas, à demain. Salut Sylvain, à demain. Et Anthony, à demain. Salut à vous deux. Et voilà, au revoir à toutes et à tous et on se retrouve demain à midi, ici même. On s'ennuie, hein. T'en as marre? Ah, ça fait 5 jours, on n'est pas sortis. Moi, j'en peux plus, il faut que je sorte. Je sais pas, faut que je trouve une solution, c'est pas possible. Attestation, alors, déplacement entre le domicile et l'activité professionnelle. Bon, bah ça, non. Les achats d'une première nécessité, bah, on a tout ce qu'il faut. Motif de santé, non. Assistance à la famille, non. Ah, c'est ça. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu trafiques? Non, mais laisse. J'essaye un truc, mais là, ça marche pas assez vite. Ça va pas assez vite.
voir, tu vas pas avoir mal. Tu vas voir. Alors, je vais te mettre ça là-dessus, là comme ça. Regarde, c'est impeccable. Vas-y. Vas-y. Voilà, regarde-moi. Vas-y, vas-y. Wouf, regarde. Tu fais wouf, wouf. Allez, super, super. T'es super, t'es un beau chien. Oh, t'es un beau chien. Regarde. Une petite laisse. Ah, super. Oh, le beau chien. Oh là là. Viens, allez, on va marcher un petit peu. Regarde, tu vas voir comme c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais sortir le chien. Mais on n'a pas de chien. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait avec le chat? Mais si. Allez, mon titi, aboie. Allez, ouf, ouf. Mais- Allez. Mais- Bon, je vais sortir le chien. Allez, mon titi. Aïe, 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 aïe.